autre chose. C'est d'abord, il faut savoir où il se recrute. Il se recrute dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir pratique. C'est-à-dire, il faut entendre par là aussi bien les professeurs que les chercheurs, que même les ingénieurs, les médecins, les écrivains. Mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine-là pour être un intellectuel. L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois mêmes de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité, qui devrait se retrouver partout, n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées, qui n'ont ni le même statut, ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe. À ce moment-là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout des concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'une universalité qui est contraire à celle des bourgeois et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. C'est ainsi, mettons que le savant qui travaille en Amérique à la bombe atomique ou à des armes nouvelles qu'on exécute, qu'on exerce au Vietnam, qu'on essaye au Vietnam, est particulier dans la mesure où il fait ses armes, puisqu'il les fait pour le Vietnam, il n'est la plus générale pour l'impérialisme américain. Cependant qu'il est quand même universel, en ce sens qu'il applique à ces armes particulières un savoir universel. Il est universellement vrai que si vous mettez telle arme dans telle position, il en résultera tel danger. Donc, c'est cette contradiction constante du savoir universel, de l'utilisation pratique singulière ou particulière de ce savoir, qui crée chez le technicien du savoir pratique une possibilité intellectuelle. Il est intellectuel à partir du moment où il saisit cette contradiction en lui, qui ressemble beaucoup à la contradiction de la conscience malheureuse de Hegel, puisqu'il y a aussi l'universel et le particulier dans cette conscience malheureuse hegelienne. Et il se trouve là, devant une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. Ça, c'est l'intellectuel classique. Ça veut dire qu'il ne se met pas du tout en cause lui-même. Il est constitué par une contradiction qui le fait conscience malheureuse, mais il estime que sa conscience malheureuse lui permet d'être aux côtés du prolétariat, par exemple, de lui donner des conseils, de lui découvrir des vérités. Il les découvre parce que lui-même, en tant que particulier, est gêné par cet universel qui est en lui, ou comme l'universel est gêné par le particulier. Il lui donne certaines lignes de conduite, il découvre des vérités qui sont de plus en plus universelles, pense-t-il, et il se constitue ainsi comme intellectuel. Ce qui veut dire que, dans la plupart des cas, il signe des pétitions. C'est-à-dire que, voyant la différence entre une pensée et une conduite politique universelle et la conduite et la pensée politique particulière qu'un gouvernement bourgeois mène, il dénonce la pensée particulière, la politique particulière des bourgeois au nom de l'universel. Telle est la conception classique de l'intellectuel. Il est donc très content d'avoir une conscience malheureuse. Il est heureux d'avoir une conscience malheureuse parce que c'est elle qui lui permet de dénoncer. Et l'intellectuel se trouve donc, l'intellectuel classique, un grand dénonciateur. Bon, alors ça c'était l'intellectuel tel que je le voyais avant mai. À partir du mois de mai est arrivé quelque chose de très particulier. Le mouvement étudiant qui a commencé les événements de mai est descendu dans la rue et a contesté un certain nombre de choses. Il a contesté en particulier le cours magistral, le savoir égal pouvoir des professeurs, l'action de l'État
culture, le fait qu'elle était particulière, réduite à un certain nombre de gens, alors qu'elle a dû être universelle, c'est-à-dire aller à tout le monde. Et on s'est aperçu qu'à travers tout ça, ce qu'il critiquait, c'était l'intellectuel classique, entre autres. Il critiquait beaucoup d'autres choses, mais ce qui était contesté là, c'était l'intellectuel classique. Donc je reprends ma présentation liminaire et je dis en quelques mots, donc je vais resituer le projet, pourquoi, les raisons qui m'ont amené à travailler sur le marxisme humaniste. Et puis ensuite, je vais dire un mot de ce que, à mon avis, Sartre et Lukács apportent chacun de leur côté. Et j'essaierai aussi de donner quelques éléments sur les raisons pour lesquelles il me semble encore utile aujourd'hui de s'intéresser à leur philosophie, en quoi ça peut nous être utile dans la conjoncture. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur l'héritage des gauches, des Lumières dans les gauches, dans les livres précédents. Et dans le dernier chapitre de Lumières de la gauche, je terminais sur les quelques développements qu'on trouve chez Sartre sur la Révolution française, quelques éléments aussi chez Lukács, notamment dans ses réflexions sur la littérature. Et ça m'avait laissé, ça m'avait laissé sur ma faim. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire que les quelques éléments que j'avais donnés. Et la perspective de l'époque, c'était vraiment de comprendre ce qu'ils avaient été chercher précisément dans l'héritage de la Révolution française. Mais en fait, voilà, il y avait beaucoup plus à dire sur peut-être pas directement l'héritage des Lumières, donc pas forcément quand Sartre ou Lukács parlent de la Révolution française ou tel auteur des Lumières, mais vraiment un héritage, disons, pris au sens plus large, l'héritage humaniste. Voilà, alors par héritage humaniste, on peut entendre bien des choses. Moi, il me semble que, disons, l'élixir de l'héritage des Lumières et ce dont partent tous les auteurs, tous les projets socialistes de 19e et 20e siècle, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Alors cette Déclaration des droits de l'homme qui après va être critiquée, va être approfondie, complétée, enfin celle de 1789, vous le savez, la première d'une longue série, ce qui prouve à mon avis que l'émancipation par les droits de l'homme, c'est un programme plus que quelque chose d'inscrit dès le départ dans la déclaration, et c'est un programme qui est amené à connaître un dépassement, un autodépassement permanent, dans l'idée que les pensées de l'émancipation, elles s'approfondissent au 19e siècle et au 20e siècle. Et au fond, c'est un peu ma conviction, et on pourra en discuter si vous voulez, mais le marxisme correspond, à mon avis, à un approfondissement, dépassement de l'émancipation promise par les Lumières et la Révolution française. Voilà, c'est un peu ça, l'idée générale. Et donc, je suis amenée à creuser chez Sartre et chez Lukács, et je me rends compte qu'en fait, ils représentent, et à mon avis, sont les représentants les plus brillants, d'un courant qui s'appelle le marxisme humaniste, qui prend naissance dans les années 30 et qui en gros, qui connaît son apogée dans les années 50-60 et qui commence à décliner à partir des années 70 et puis qui disparaît de la scène politique et philosophique aussi. Donc je me suis penchée sur la question et j'ai découvert en cherchant que ce courant était né en fait de la redécouverte dans les années 30, au tout début des années 30, de textes de Marx qui étaient conservés à l'Institut du Marx-Engels-Lénine de Moscou, mais qui donc sont republiés par cet institut en russe et en allemand dans les années 30. Donc d'une part les manuscrits philosophico-économiques de 1844, que la plupart des marxistes la plupart des marxistes ignoraient jusqu'à l'existence jusque-là, et puis l'idéologie allemande, et puis voilà un certain nombre d'autres textes plus petits, comme la critique de la philosophie du droit de Hegel, si je ne me trompe pas, voilà, quelques autres. C'est les manuscrits de 44 et l'idéologie allemande qui vont être les plus importants. Pourquoi ? Parce que ils portent sur l'avant de la scène un Marx humaniste, d'abord, lui-même revendique l'humanisme dans les manuscrits de 44. Il le fera. Il y a on en discutera. Et puis, surtout, qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? C'est un Marx qui considère qu'il y a une essence humaine, c'est-à-dire que, une essence qui est partiellement naturelle, dit l'homme est un animal souffrant, sensible, etc. Mais une essence qui est aussi largement auto-engendrée, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce qui est le propre de l'essence humaine
c'est l'autoproduction de ses moyens d'existence par le travail. Et c'est par le travail que l'homme s'humanise et qu'il humanise en humanisant le monde environnant, en se transformant lui-même et transformant ses propres conditions d'existence. Et donc il y a une tension, disons, dans l'essence humaine. Il y a une dimension naturaliste sur laquelle Marx ne revient pas. Et puis il y a une dimension d'autoproduction. Donc qui dit autoproduction dit liberté aussi. Et donc il y a cette dimension qui plaît à certains intellectuels dès les années 30 parce qu'on insiste sur la subjectivité individuelle et ce qui dans chaque subjectivité, la part de liberté, on va dire, enfin qui est une part de liberté qui n'est pas totale, qui est conditionnée par tout un tas d'autres facteurs, enfin je vais y venir, mais qui est quand même là. Et puis du coup, à partir de ces éléments de nature humaine, Marx estime, dégage les grandes lignes de ce qu'Aristote appelle déjà la vie bonne pour l'homme, c'est-à-dire c'est à partir de cette considération de la nature humaine qu'on peut imaginer des conditions de vie épanouissantes pour les humains. Et c'est du coup aussi à partir de ces éléments de nature humaine qu'on peut aussi critiquer toutes les situations où l'essence humaine, elle est mutilée, elle est déformée, elle est empêchée de développer toutes ses potentialités, autrement dit, où elle est aliénée. Donc c'est la thématique de l'aliénation qui est présente dans les manuscrits de 44, alors qui est présente là aussi tout à fait, explicitement. Cette thématique de l'aliénation, pour ceux qui connaissent, vous savez sans doute que elle devient plus ténue. Le mot lui-même se raréfie dans la suite de la production de Marx, et c'est ce qui a justifié la thèse d'Althusser, sur laquelle je vais revenir dans un moment, d'anti-humanisme, de coupure entre le Marx de jeunesse et le Marx de la vieillesse. Donc les marxistes humanistes, eux, c'est plutôt des gens qui considèrent Marx comme d'un seul tenant, des textes de jeunesse jusqu'au Capital, aux œuvres de la maturité, et qui considèrent que, au fond, cet humanisme marxiste, il est valable. Marx ne l'abandonne jamais. Voilà. Et puis il y a un autre aspect du marxisme humaniste que les marxistes humanistes vont chercher chez le jeune Marx et qui est hyper importante et qui, je pense, c'est un point crucial à mon avis. C'est à partir notamment de la lecture de l'idéologie allemande, c'est l'idée que les phénomènes idéologiques, les phénomènes politiques, ce qui se passe dans la superstructure, ça a une importance beaucoup plus grande que ce qu'un certain marxisme, jusque-là, considère. Donc il y a une volonté de contredire et de réhabiliter à la fois les droits, entre guillemets, de la subjectivité humaine et l'importance de ce qui se passe dans la sphère idéologique, l'importance de la lutte idéologique, de la lutte des idées philosophiques, politiques, par rapport à un certain marxisme qui est déjà critiqué, qui est avant la Révolution russe, est déjà critiqué par certains intellectuels marxistes dans les social-démocraties européennes, qui ont tendance à faire du marxisme une espèce de sociologisme, c'est-à-dire de considérer que, au fond, les individus sont... et ce qu'il y a dans la conscience des individus, c'est l'expression pure et simple de ce qui se passe dans les luttes socio-économiques et sur le terrain de la lutte des classes, qu'au fond, les individus n'ont pas vraiment de marge de manœuvre par rapport à ces courants de fond qui sont déterminés par l'état de la lutte des classes, donc par la situation respective du prolétariat, de la bourgeoisie, éventuellement d'autres couches sociales issues des sociétés antérieures, et que la conscience humaine, c'est un simple reflet, c'est ce que certains marxistes appellent la théorie du reflet. Donc il n'y a pas d'autonomie de ce qui se passe dans la conscience humaine. La conscience humaine, c'est au fond le dernier maillon de la chaîne, c'est un simple reflet, et donc au fond, la lutte idéologique n'est pas... bien sûr, tout marxiste la mène, mais il n'y a pas cette insistance sur le fait que on peut agir sur la conscience humaine et que si les êtres humains prennent conscience d'un certain nombre de choses, etc., ça peut changer les choses. Voilà, et que donc il faut insister sur ce qui se passe sur le terrain politique et idéologique, s'impliquer dans la lutte idéologique et politique, et pas simplement
s'en tenir à des analyses très socio-économiques de base et agir uniquement et parler uniquement à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que certains marxistes trouvent ou croient trouver dans les manuscrits de 1944 et dans l'idéologie allemande. Dans les années 30, il y en a très peu des marxistes humanistes. Il y a, au sens où je viens de le dire, d'abord parce que les manuscrits, les textes de jeunesse de Marx commencent à peine à circuler. Ils sont pas traduits, ils sont traduits en français dans le courant des années 30, mais ça prend du temps. Donc il y a Lukács qui en fait est réfugié à Moscou à partir de 1929 et qui donc fait partie des intellectuels qui redécouvrent les textes directement à l'Institut Marx-Engels-Lénine. Donc lui, il est aux premières loges, c'est lui qui découvre et il dit que la découverte de ces textes change complètement, change toute sa perspective. Enfin, voilà, le fond l'amène à un aggiornamento complet de tout ce qu'il avait conçu et écrit jusque-là. Et puis, on a un autre marxiste humaniste qui est Henri Lefebvre, en France, qui fait partie de ceux, c'est lui et Norbert Gutermann qui traduisent des extraits, d'abord des extraits, puis ensuite la totalité des manuscrits de 1944. Et il y a un certain nombre de textes, alors j'en parle pas dans le livre, parce que Henri Lefebvre, c'est un autre sujet auquel je vais m'attaquer dans les temps qui viennent, mais que j'ai pas encore exploré. Et il y a plusieurs textes de lui, donc de Lefebvre, qui paraissent, là aussi, d'un marxisme imprégné de ces textes de jeunesse de Marx et qui essaye de tirer toutes les conséquences de ces textes. Voilà, donc en gros, en termes de production marxiste-humaniste avant-guerre, avant 1939, en gros, il y a Lefebvre et Lukács. Et par contre, après la guerre, ces textes vont connaître une diffusion plus large et le marxisme-humaniste va vraiment connaître une apogée pour des raisons politiques. D'abord parce que il va y avoir, après la guerre, d'abord, Lukács acquiert une stature de philosophe marxiste, une stature internationale, jusqu'au début de la guerre froide, dans les années 40. Il se promène partout en Europe, il diffuse ses textes, il intervient dans beaucoup de conférences, etc. Donc, ses idées se diffusent. Et puis, en fait, après la mort de Staline, dans le contexte de la déstalinisation à la fin des années 50, l'humanisme va être repris à leur propre compte par les idéologues orthodoxes, y compris à l'est du rideau de fer, comme une manière de dépasser la période stalinienne, de revenir sur un certain nombre de ce qu'ils considèrent comme des errements, etc., de cette période-là. Et parallèlement, l'humanisme est aussi revendiqué par des marxistes, alors eux hétérodoxes, qui sont des critiques du stalinisme depuis les années 30 voire 40, ça dépend lesquels, et qui, pour qui, au contraire, le marxisme-humanisme est un antidote au stalinisme. Donc, voilà, il y a cette configuration-là où l'humanisme il est revendiqué par plusieurs courants du marxisme qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais où en tout cas voilà, le thème de l'aliénation notamment est un thème qui est qui devient très à la mode, d'autant qu'il y a encore un autre facteur, c'est que dans les années d'après 1945, la société de consommation commence à se développer, c'est les 30 glorieuses, en Amérique et puis ensuite en Europe occidentale, et donc on a des sociétés où les classes ouvrières commencent aussi à avoir un pouvoir d'achat et à être les proies de la publicité, de tout un tas de nouvelles aliénations. Et en fait, ce concept, du coup, il est extrêmement utile à des intellectuels qui regardent les sociétés capitalistes tardives, capitalistes avancées, et qui essayent en quelque sorte, d'actualiser la lecture marxiste du présent, à la lumière de ce qui est en train de se passer dans les sociétés les plus développées, et en essayant de voir, au fond, que deviennent le potentiel révolutionnaire des classes ouvrières dans des sociétés où il y a plus de richesses, où les prolétaires commencent à s'équiper en biens de consommation, etc. Donc qu'est-ce que ça change ? Comment s'adresser à ces classes ouvrières un peu d'un nouveau genre, qui sont plus dans la même situation qu'au temps de Germinal, pour le dire de façon peut-être un peu caricaturale. Et donc c'est à la fois, pour les marxistes hétérodoxes, à la fois une manière de critiquer le stalinisme et aussi une manière de fabriquer de nouveaux outils critiques contre la société capitaliste avancée, contre ces sociétés-là. Voilà. Et
Donc au fond, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Althusser et ses thèses, mais en fait, Althusser arrive après tout ça, et contre tout ça dans les années 60, et son anti-humanisme, il est dirigé donc contre l'humanisme marxiste, en particulier. En fait, Althusser, à ma connaissance, ne discute pas Lukács. Par contre, il en a après les idéologues officiels du Parti communiste, il en a après notamment Roger Garaudy, et donc son anti-humanisme, il est contre l'humanisme marxiste des idéologues officiels de l'ère Khrouchtchev et post-Khrouchtchev. Voilà. Bon, et une des choses aussi qui m'a donné envie de rouvrir ce dossier, c'est que, en tout cas dans l'université, on peut dire que c'est l'althussérisme qui a gagné. En tout cas, jusqu'à une période récente, il s'était imposé chez un certain nombre d'intellectuels critiques. Et en fait, l'anti-humanisme d'Althusser, et là on rejoint en fait des préoccupations que j'avais avant, quand j'avais commencé à réfléchir à l'héritage des Lumières dans la gauche, c'est que cet anti-humanisme, c'est aussi en partie celui de Foucault, celui d'un certain nombre d'intellectuels post-structuralistes. Lévi-Strauss, ça va avec le structuralisme, mais au fond, Althusser fait partie des intellectuels qui déboulonnent un certain nombre de fondements de la gauche, et qui nous ont menés, enfin on y reviendra peut-être dans le débat si vous voulez, mais qui nous ont menés dans la situation de déréliction, disons, politique et intellectuelle dans laquelle la gauche est aujourd'hui. Donc voilà, j'avais un peu envie de voir, de revenir en deçà en fait des positions d'Althusser et de voir s'il n'y avait pas des choses à prendre chez les philosophes marxistes-humanistes. Voilà. Alors, donc ça c'est le cadre général et j'ai déjà été un peu longue sur ce cadre. Donc je vais donner quelques éléments, puis voilà, je voudrais qu'on puisse discuter. Donc voilà, j'ai choisi Sartre et Lukács parce que c'est ceux qui ont les œuvres les plus imposantes d'abord d'un point de vue, les plus volumineuses tout simplement, et celles qui ont eu le plus en tout cas, chez Sartre, c'est sûr, le plus d'écho. Chez Sartre, il y a une notoriété où plus personne n'a besoin de présenter Sartre. Chez Lukács, c'est un peu différent. Il a eu une postérité liée à son livre de jeunesse qui s'appelle Histoire et conscience de classe, qui est paradoxalement le livre qu'il a renié dès la fin des années 20, par rapport auquel il n'a cessé de prendre ses distances, mais qui est le seul livre en fait qu'ont retenu tout un tas d'auteurs, des gens comme Merleau-Ponty, comme Sartre aussi. Pour Sartre, Lukács, c'est Histoire et conscience de classe. Et ensuite, les lecteurs ont considéré que tout ce qui venait après Histoire et conscience de classe, c'était l'œuvre d'un philosophe stalinien et d'un idéologue, et donc c'était pas intéressant. Et donc, l'essentiel de la carrière philosophique de Lukács, elle s'est faite. Alors, il a, à certaines périodes, notamment après la guerre, je vous l'ai dit, il a un certain écho, mais les gens le voient en lui, l'auteur d'Histoire et conscience de classe, et aussi quand même beaucoup l'auteur de tout un tas d'ouvrages d'esthétique, de critique littéraire et d'esthétique. Voilà. Mais par contre, tout ce que fait Lukács sur le terrain philosophique et politique, ses grandes œuvres, Le jeune Hegel, La destruction de la raison, et puis l'ontologie de l'être social, sont des textes qui sont complètement sous-exploités, qui ne sont pas lus, alors que l'ontologie de l'être social, pour moi, je pense que c'est une des plus grandes œuvres philosophiques du XXe siècle, même si on n'est pas marxiste. L'ampleur du truc est très impressionnante. Et voilà. Et en France, on ne dispose même pas d'une édition scientifique, n'en parlons même pas, mais on n'a même pas une traduction. Par petits bouts. C'est pas traduit en entier, en fait. Oui. Elle est traduite par petits bouts et dans une toute petite maison d'édition. Le gars a quand même bien comblé les lacunes sur les ouvrages dont tu as parlé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que on n'a pas d'édition vraiment scientifique systématique avec la totalité de l'œuvre, avec des notes de pas de page qui permettraient aux gens de se repérer. Du coup, ça reste un truc très très difficile d'accès. Et voilà. Et à l'université, Georges Lukács, il est en philo, il est inconnu. Aussi un peu Histoire et conscience de classe, et c'est tout. Il est un peu connu dans des départements d'études littéraires.
On aime bien ce qu'il a écrit, éventuellement sur Balzac, sur Zola, voilà. Mais en ce qui concerne la philo... il est redécouvert par nos esthètes marxistes actuellement. Alors, en tout cas, voilà, en esthétique, il y a une petite... mais en philo et en politique, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus accablant. Mais enfin bon, je confirme ce que tu dis, oui, absolument. Quant à Sartre... alors lui, il est évidemment connu, boudé par les universitaires, mais pour de toute autre raison, c'est parce que c'est tout simplement quelqu'un qui a toujours boudé l'université française, et donc l'université le lui rend bien. Mais les rares qui s'intéressent à Sartre aujourd'hui, les rares collègues, c'est le Sartre existentialiste, donc le Sartre avant sa découverte du marxisme, notamment L'être et le néant. Il y a, par exemple, il y a un ouvrage qui a été écrit, je crois que c'était il y a longtemps, c'était en 1993 par Alain Renaud, qui parle de Sartre comme le dernier philosophe, et donc qui rend hommage à son génie philosophique, en disant, en gros, son livre, c'est L'être et le néant. Après, il est compromis avec le marxisme, et donc là, c'est plus du tout intéressant, c'est plus un philosophe, etc. Alors qu'il y a une œuvre que vous avez peut-être déjà vu passer, qui est une espèce de truc monumental qui s'appelle La critique de la raison dialectique, qui est une tentative, alors qui selon moi est une tentative qui est un échec, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. Ouais, il l'a reconnu lui-même, mais oui, qui a été écrite sous amphétamine. Ouais. Il est, enfin voilà, donc il a une forme hallucinante, ce livre. Enfin, il est illisible en vrai. Et où il a essayé de. Il y a des très bons passages. Il y a tout, non, mais c'est pas acheté à la poubelle et tout n'est pas inintéressant. Hein. Mais voilà, ce qui est un échec, c'est sa tentative de synthétiser le marxisme et l'existentialisme. C'est quelque chose qui probablement pouvait pas se faire et qui en tout cas n'a pas été à mon avis réussi, mais qui est considéré comme par certains marxistes, par exemple Frederick Jameson que vous connaissez peut-être, comme certains le considèrent comme un summum de marxisme, ce qui n'est pas mon cas. Et donc voilà, donc j'ai eu envie de me confronter à ces monuments, notamment d'un côté la critique de la raison dialectique et de l'autre côté l'ontologie de l'être social. Voilà, pour en comparer les conceptions. Et je pense que voilà, ma conclusion, on pourra revenir sur les détails, mais mes conclusions, c'est je pense vraiment que Lukács est un auteur qui est beaucoup plus, malgré le caractère par certains aspects très en situation, aurait dit Sartre, de sa pensée. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui écrit depuis les pays de l'Est, qui considère comme des pays socialistes, dont il ne s'est jamais désolidarisé, tout en étant dans une attitude critique qui n'a jamais été bien comprise par les... personne ne comprend vraiment Lukács de son vivant. Il y a notamment une discussion avec Merleau-Ponty qui est très symptomatique, c'est en 1946. Lukács vient aux rencontres de Genève, c'est des rencontres internationales, il y a plein d'intellectuels, grands intellectuels de l'époque. Lukács fait une conférence où il présente le communisme comme le résultat d'un élargissement de la démocratie, d'un effort de démocratisation de plus en plus large et englobant. Et Merleau-Ponty le regarde et lui dit mais vous êtes en train de, vous vous mettez en contradiction avec Marx. Enfin, est-ce que vous n'êtes pas en train de liquider l'idée marxiste de révolution? Et donc, il y a un débat de sourds où l'un et l'autre ne se comprennent pas. Et ensuite, Merleau-Ponty, quelques années après, écrit dans une note de bas de page qu'au fond, Lukács n'a fait ne s'est fait que le porte-parole de la stratégie qui était menée à l'époque par les soviétiques de rapprochement avec les pays occidentaux. C'était avant la rupture de 1947 et le début de la guerre froide. Et donc, on l'a pris, Lukács, les 3/4 de sa vie pour un orthodoxe, un porte-parole du stalinisme officiel, alors que Lukács n'a jamais cessé de défendre une autre voie en fait, pour le socialisme, mais sans se désolidariser en fait, des pays de l'Est. C'est-à-dire que voilà, au fond, il a pensé que le socialisme réel était réformable. Il a pensé jusqu'au bout et ça s'est vu, en fait, les gens ont compris au moment de 1956, quand il y a eu la commune de Budapest, et quand il a accepté de devenir ministre de la culture du gouvernement Nagy. Donc là, voilà, il s'est révélé comme l'opposant de l'intérieur qu'il était.
il a failli être exécuté au moment où les chars soviétiques sont entrés dans Budapest. Comme il avait une renommée internationale, ils se sont contentés de le mettre à l'isolement. Au bout de 10 ans seulement, il a pu réintégrer le parti, mais il n'a pas cessé de chercher à réintégrer le Parti communiste hongrois. Donc c'est cette attitude. Et du coup, voilà, il faut lire ces textes dans cette perspective-là, en se mettant à sa place, cette posture que Kuczynski, qui était un autre intellectuel des pays de l'Est, a appelé la position, c'est le dissident fidèle à la ligne. Le Linientreuer dissident, qui est une position impossible, voilà. Mais c'était celle de Lukács, et c'était celle d'un certain nombre d'intellectuels ou de militants dans les pays de l'Est, voilà, qui sont restés fidèles au camp socialiste, voilà, jusqu'à leur mort en ce qui concerne Lukács. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà trop parlé, et voilà, et je laisse la place à vos questions. L'occasion de parler encore. Alors, on va. J'ai préparé 2-3 petites questions, mais que je garderai pour la fin. On va laisser la parole évidemment au public. Je voulais juste signaler de manière liminaire et très brève que le livre représente un travail absolument consistant, sérieux, considérable, comme il n'y en a pas eu depuis fort longtemps, sur au moins ces deux personnages importants, ces deux intellectuels importants. Humaniste sans doute, peut-être, marxiste, ça c'est une toute autre question que j'aborderai tout à l'heure, et j'en recommande donc fortement la lecture parce que là vous avez au moins un travail sérieux qui est fait sur Sartre et sur Lukács, un travail scientifique comme dit Stéphanie, et donc au sens historique, théorique, philologique aussi, peut-être un peu académique, mais ça aussi j'en parlerai tout à l'heure. Et donc là-dessus, j'imagine qu'il y a des questions nombreuses. Donc David déjà, qui voulait... Oui, merci beaucoup Stéphanie et bravo. Moi, j'ai pas lu le livre encore, donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je mets les pieds dans le plat, ce qui n'est pas une critique, hein, mais c'est juste pour pointer les choses. J'ai 2 questions très courtes. La première, c'est évidemment pour qu'il y ait un marxisme humaniste, il faut qu'il y ait une conception de l'homme chez Marx. Or, on peut très bien lire un texte qui, pour le coup, n'a pas été redécouvert, mais qui vient du vivant de Marx, qui sont les thèses sur Feuerbach, qu'on peut très bien lire comme une critique de l'idée de l'essence humaine au profit d'une conception de l'homme en termes de devenir, praxis, activité. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un marxisme humaniste s'il n'y a pas conception de l'essence humaine? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est dialectiquement, il y a quand même une complication parce que histoire et conscience de classe, Lukács s'en est détaché pour fonder ce que tu appelles le marxisme humaniste, et en même temps, c'est histoire et conscience de classe qui a nourri pour le coup tout un marxisme humaniste. C'est-à-dire les Lucien Goldman à l'ouest, les Maximilien Rubel, à l'est des gens comme Karel Kozik. Donc comment comprendre à la fois l'affirmation d'un marxisme humaniste chez Lukács qui se détache d'histoire et conscience de classe, alors que même qu'histoire et conscience de classe, ça servait des marxistes à rétablir la subjectivité dans l'histoire. Alors, je voulais juste, je te laisse évidemment répondre, juste préciser que, indépendamment des thèses sur Feuerbach, un des plus célèbres manuscrits de 1944 qui ont été évoqués, donc la préface de la critique de la philosophie du droit de Hegel, également dans la question juive, Marx est très clair sur la question de l'essence humaine. Je vous épargne la cuistrerie de vous donner les citations in extenso, mais en bon pontifex Maximus, c'est l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. C'est ça que dit Marx sur la question, il le dit très clairement, en 1944, à l'époque où il était supposément ou prétendument humaniste. Là-dessus, je te laisse répondre. Non, alors, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Non, mais c'est écrit, mais... hein, c'est dans la phrase, c'est le passage très célèbre du début de la préface de la critique de la philosophie du droit. Bon, mais ouais, à toi. Oui. Alors du coup, j'aurais dû noter les questions parce que... S'il n'y a pas d'essence humaine, comme on le montrait sur Feuerbach, puisque l'homme est en devenir, etc., comment on peut avoir... Oui, voilà. Enfin, comment dire Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas forcément contradictoire de dire que l'homme est praxis et de dire qu'il y a une essence humaine, c'est-à-dire que c'est une conception, on va dire, minimale de l'essence. C'est-à-dire qu'on n'a pas une essence... figée une fois pour toutes de l'homme. Si l'essence humaine, pour le dire très grossièrement, c'est le travail, parce que c'est quand même ça la thèse
tool making animal, quoi. Voilà, c'est une façon de dire que il y a une autoproduction de l'homme dans l'histoire et que donc il y a une autotransformation. Et de fait, la succession des modes de production fait apparaître une métamorphose de l'homme au cours de l'histoire. Et ça, enfin, il n'y a pas de marxisme si on ne reconnaît pas ça, tout à fait. Donc il ne s'agit pas de dire que il y a une essence humaine comme chez Aristote, quoi. C'est pas du tout le cas. Marx, extrait des thèses sur Feuerbach de 1843. Feuerbach résout l'essence religieuse en l'essence humaine. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Feuerbach, parce qu'il n'entreprend pas la critique de cet être réel, nota bene ce que précisément faisait Marx dès l'avant-propos, rédigé 2 ans plus tôt, de sa critique de la philosophie du droit de Hegel, évoquant le concept même d'essence en ces termes, à propos de la religion, c'est la réalisation fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. Autrement dit, la prétendue essence humaine est une illusion sur quoi reposent toutes les religions et idéologies de consolation et ou de réenchantement, promues par la bourgeoisie pour pérenniser les rapports sociaux qui lui sont profitables. Feuerbach, parce qu'il n'entreprend pas la critique de cet être réel, est par conséquent obligé 1. De faire abstraction du cours de l'histoire et de faire de l'esprit religieux une chose immuable, existant pour elle-même, en supposant l'existence d'un individu humain abstrait, isolé. 2. De considérer par conséquent l'être humain uniquement en tant que genre, en tant qu'universalité interne, muette, liant d'une façon purement naturelle les nombreux individus. Nota bene, l'adjectif humain a été ajouté ici par Engels pour déterminer le substantif ontologique en tant que tel, autrement dit l'être substantivé en essence. C'est pourquoi Feuerbach ne voit pas que l'esprit religieux est lui-même un produit social et que l'individu abstrait qu'il analyse appartient en réalité à une forme sociale déterminée. Nota bene, en réalité est ajouté ici par Engels par référence au jugement de Marx cité précédemment. Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. Le résultat le plus avancé auquel atteint le matérialisme intuitif, c'est-à-dire le matérialisme qui ne conçoit pas l'activité des sens comme activité pratique, est la façon de voir des individus isolés et de la société bourgeoise. Nota bene, variante plus explicite d'Engels, la façon de voir des individus isolés dans la société bourgeoise. Le point de vue de l'ancien matérialisme est la société bourgeoise. Le point de vue du nouveau matérialisme, c'est la société humaine ou l'humanité socialisée. Nota bene, autrement dit, l'humain comme société et non comme essence. Résumé. En fait, Marx oppose l'idée même d'essence humaine à sa propre conception scientifique de l'ontologie où il n'y a aucune place pour une universalité de ce type, une universalité interne, muette, comme dit Marx, prétendant lier d'une façon purement naturelle les nombreux individus. En réalité, pour Marx, il n'y a pas plus d'essence que de nature humaine, car l'homme ne se distingue nullement du reste de la nature sinon par sa forme sociale, immanente à la loi de sélection naturelle, qui en a fait comme le maître et possesseur. L'homme naît et ne devient rien de plus que ce qu'il fait, le produit de sa propre activité collective, de sa propre histoire. Donc, voilà, mais il y a quand même, alors je voudrais dire 2 choses par rapport à l'essence humaine. Donc la première chose, c'est qu'il y a une partie de cette essence qui est, ça Marx le dit dans les manuscrits de 44, qui est biologique. C'est-à-dire que l'homme est un être souffrant et sensible. Ça, c'est tout bête, mais c'est une chose qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que dans Tool Making Animal, il y a quand même Animal. Et c'est important, j'ai envie de dire, particulièrement aujourd'hui,
où on a des philosophes et des penseurs post-structuralistes qui expliquent qu'au fond, par exemple, le sexe biologique n'est que construction, n'est que que c'est une performance et que donc on peut en gros qui dit construction dit qu'on peut tout déconstruire, y compris le sexe biologique, et c'est aussi important à une époque où, parallèlement à ces délires philosophiques, on a un progrès des sciences, et notamment des sciences cognitives, qui ont plutôt tendance à réhabiliter l'idée de nature humaine au-delà de ce qu'on pensait jusque-là. C'est-à-dire que on fait apparaître... les sciences cognitives, elles s'appuient sur le darwinisme et sur la théorie de l'évolution, en partant du principe que l'évolution a sélectionné. Si elle a sélectionné un certain nombre de caractéristiques physiques, elle a aussi sélectionné un certain nombre de prédispositions cognitives. Et il y a tout un appareil. La science cognitive, c'est un immense champ. J'ai lu 2-3 livres, donc je ne peux pas dire que je suis spécialiste, mais ils ont tendance à mettre en évidence un certain nombre de prédispositions cognitives, mais aussi sociales, des aptitudes sociales que les êtres humains, qui est implémentée dans la génétique des êtres humains. Tout en gardant en tête que ces prédispositions génétiques, elles peuvent être activées ou pas, elles peuvent être contrariées ou pas par ce qui se passe après la naissance de l'être humain, mais enfin ils ont quand même ils sont tous d'accord pour dire que ces prédispositions-là, elles existent et ils sont au travail pour les mettre au jour et pour en affiner la connaissance, etc. Donc voilà, si on considère que l'état de la science, c'est quelque chose qui nous intéresse, et je pense que ça intéresse les marxistes, l'état de la science, l'état de la science actuelle va plutôt dans ce sens-là. Avant de passer à la question suivante, pour que tout soit bien clair, donc c'est le passage que j'évoquais, d'un des manuscrits du Marx de jeunesse les plus célèbres, puisque c'est donc l'avant-propos de la préface de la critique de la philosophie du droit de Hegel, que d'ailleurs Marx n'a jamais achevé, il s'est arrêté à l'avant-propos, il a très vite compris que ça ne servait à rien de se lancer là-dedans. Alors c'est le passage très célèbre qui se termine par la religion, opium du peuple. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme qui ou bien ne s'est pas encore trouvé ou bien s'est déjà reperdu, mais l'homme n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience erronée du monde, parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. Et voilà le passage, c'est la réalisation fantastique, et Marx souligne lui-même, réalisation, quand on sait ce que ça sous-entend chez Marx, réalisation, c'est la réalisation fantastique, c'est-à-dire fantasque, c'est une illusion totale, de l'essence humaine. Parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. Non, mais il est en train de polémiquer contre la religion, là, en fait. Il explique que l'essence humaine dans la religion... La religion, il s'en fiche dans cette histoire-là. Il t'explique, il parle de l'essence humaine, mais clairement. Il parle de Gattungswesen à longueur de temps dans les manuscrits 44, ça veut dire essence humaine. Donc, je suis désolée. L'essence humaine n'a pas de réalité véritable, c'est ça que je... Non, dans la religion. Mais non, il te dit pas... C'est pas dans la religion, il te dit que la religion, c'est... on pourra discuter de ça si tu veux tout à l'heure, comme je t'ai expliqué pour la réification et toutes sortes d'autres choses. C'est très facile de lire, c'est très clair. Marx, c'est toujours très clair. La religion, ce qu'il en dit, c'est que c'est la réalisation fantastique de l'essence humaine. Pourquoi ? Et ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. Non, mais il en parle à longueur de manuscrit de 44. Oui, mais, donc si tu veux. Non, mais voilà. De manière il n'en parle pas de manière critique. Absolument critique. Non, bien évidemment. Critique. Et tout le temps. Et je pourrais on fera un peu de philologie, mais après, on va épargner ça aux gens ce soir. Je t'ai préparé tout un petit truc sur notamment de philologie, sur notamment l'aliénation, tu vas voir, l'émancipation. Mais on évoquera ça ultérieurement parce que y a certainement pas mal d'autres questions. Et donc, Léo.
Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de Sartre et de Lukács. D'ailleurs, je ne suis pas philosophe, donc je suis spécialiste de rien. Mais j'avais une intuition qui m'est venue pendant cet exposé, c'est que finalement, est-ce qu'on ne peut pas baser l'humanisme marxiste sur l'humanisme rationaliste de Descartes et de Hegel. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça qui distingue Sartre de Lukács. Parce que, j'ai un souvenir d'une lecture dans La nausée de Sartre, il y a ce passage au milieu du livre où il reprend le cogito de Descartes et il dit je pense que je ne peux pas penser. En fait, il aboutit, il part du même point de départ que Descartes, je sais que je pense, sauf qu'il aboutit à une espèce de nihilisme effroyable et nauséabond, alors que Sartre, il aboutit à l'apothéose de sa pensée. Oui, ça je confirme, Sartre était cartésien, à l'inverse de Lukács. Justement, c'est deux rationalismes, mais Lukács c'est sur le mode kantien, donc c'est l'antithèse. Mais justement, dans La nausée, j'ai l'impression qu'il confesse le contraire de ce qu'il dit dans ses autres œuvres, donc je demande confirmation à notre spécialiste. Alors, confirmation de quoi exactement ? Est-ce que Sartre, cartésien ou non, sachant que dans La nausée, il part du cogito de Sartre et il aboutit à un nihilisme complètement anti-cartésien. Donc c'est ça que je trouve un peu suspect chez Sartre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction. Comme t'as dit Stéphanie tout à l'heure, Sartre était cartésien, hegelien, beaucoup lu. Il avait beaucoup lu Marx aussi, mais il était surtout existentialiste. Oui, mais voilà. Est-ce que ça c'est pas contradictoire avec là, je laisse Stéphanie te répondre. Justement. Il y a une forme de cartésianisme, il y a des, il y a vraiment des, il y a des passages qui sonnent très cartésiens, effectivement, et puis il y a quelque chose du cogito dans sa façon de concevoir la conscience, il y a une espèce d'autoposition de la conscience humaine, d'une certaine manière, c'est la seule chose qui n'est jamais remise en question, donc là, effectivement, il y a une proximité entre Descartes et Sartre, enfin, en tout cas, le Descartes du cogito, parce qu'en fait, on parle du cogito, mais en fait, Descartes nous explique quand même dans tout le reste de sa pensée qu'il n'y a pas de raison de douter du monde, voilà. Et que, alors chez Sartre, c'est-à-dire que il y a le risque, c'est pas que le monde n'existe pas, il va quand même pas jusque là, mais il y a le risque du solipsisme, c'est-à-dire, c'est pas que le monde n'existe pas, mais c'est qu'il y a une incommunicabilité totale entre moi et le monde. Il n'y a pas de communication, et notamment, le gros problème de Sartre, c'est les autres. On n'a pas de, il n'y a pas de communication possible, de vraie communication possible avec l'autre, parce qu'en fait, dans le rapport à l'autre, soit c'est moi qui le traite comme un objet, soit c'est lui qui me traite comme un objet. Et au fond, on cherche une communion où on serait deux sujets qui se respectent l'un l'autre en permanence, mais on n'y arrive pas. En tout cas, dans l'être et le néant, on n'y arrive pas. Et donc, toute sa vie, Sartre, il va chercher. Sartre, c'est l'homme des obsessions. Hein. Donc, il va chercher son appétence, on va dire, pour le marxisme. C'est une façon pour lui de chercher une manière de fusionner. Enfin, ça, c'est le mot sartrien, que les êtres humains puissent fusionner les uns avec les autres pour faire un groupe. Le groupe en fusion. Voilà, le groupe en fusion. Donc, il cherche des moyens de surmonter cette espèce de danger solipsiste où au fond la conscience elle est là, elle est souveraine, mais elle est dans l'impossibilité de communiquer pleinement avec les autres et de reconnaître les autres comme des sujets au moment même où elle-même elle se sent sujet, quoi. Voilà, donc voilà, pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'y réponds tout à fait bien, mais il y a une espèce de... Sartre reprend à Descartes quelque chose, et notamment quelque chose de l'angoisse du cogito, j'ai envie de dire, sauf qu'il n'en sort jamais tout à fait. Et une des manifestations les plus terribles, d'une certaine manière, de ça, c'est que le groupe, il est quand même... c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que le groupe, il naît pleinement groupe, donc les êtres humains ne forment véritablement une communauté qu'au moment où ils tuent. Qu'au moment où ils tuent les ennemis, parce que le groupe en fusion, c'est par exemple le peuple qui prend la Bastille, mais en fait c'est avant tout le peuple qui décapite quelques personnes au passage et qui se promène avec la tête des gens au bout des pics. C'est ça le groupe en fusion. Hein. Et il y a même un passage qui est, que je commente dans le livre, qui est complètement hallucinant, où Sartre dit, au fond, il faut tout le temps réaffirmer l'unité du groupe, et en fait c'est dans le meurtre qu'on assure l'unité du groupe. Et donc, quand on lynche un traître, et Sartre dit, quand on lynche un traître,
le traître réel ou supposé. Donc voilà. Mais quand on lynche un traître, là on réaffirme la solidité des liens entre les êtres. Donc voilà, c'est assez. Souviens-toi du commentaire fort perspicace Voilà. de Bernard Bourgeois à ce propos, quand il évoquait, à propos de ça justement, de Sartre, le fait qu'il voyait la totalisation, mais il avait beaucoup de problèmes avec la totalité. Mais il y avait une question, monsieur, derrière. Vous vouliez poser une question. Est-ce que c'est une question vraiment? Je ne sais pas. Enfin, Ah bah si vous n'avez pas de question. il me paraît très téméraire quand même de mettre côte à côte Sartre et puis Lukács. C'est très téméraire. Je veux dire que d'un côté, on a un philosophe grandiose, Lukács, donc, auquel le grand Nicolas Tertullian, dont j'ai suivi le séminaire pendant plusieurs années, donc a consacré vraiment toutes ses forces pour montrer la façon dont il approfondissait le marxisme, le léninisme, il ne faut pas l'oublier, ça quand même. Et puis de l'autre, on a, j'ai envie de dire, c'est très péjoratif et volontairement, c'est un philosophe français, quoi. Bon, Donc vous n'aimez pas Sartre et donc ça vous chagrine que mais Lukács lui soit associé. C'est un point de vue. Oui, C'était ça votre remarque. attendez, je n'ai pas fini là. Oui, allez-y. Et de l'autre côté, donc, on a on a Sartre, et Sartre qui est quand même, il ne faut pas l'oublier, un néo-heideggerien. Donc ce qui est insupportable, quoi. Heideggerien qui était un nazi quand même s'il s'est défendu, même si sur le tard, il a trouvé en la personne de sa compagne, Hannah Arendt. Oui, une défenseuse, c'était un nazi, et qu'il admirait. Il allait dans les meetings de Hitler, et puis il admirait les mains de Hitler, donc en disant... ça éveille en moi une inhabituelle puissance de recueillement. Excusez-moi, parce qu'on va devoir débattre du livre. Donc là, on s'éloigne quand même de Sartre, parce que ça, c'est vrai de Arendt et de Heidegger, mais c'est pas du tout le cas de Sartre. Voilà. Donc, je te laisse répondre à cette remarque. Non, mais ma conclusion va plutôt dans votre sens. C'est-à-dire que je pense que sur le fond, la philosophie de Sartre, effectivement, elle a suscité un enthousiasme que je ne partage pas. Et je suis complètement d'accord pour dire que je pense que du point de vue de la fécondité et même de l'usage qu'on peut faire des concepts des uns et des autres aujourd'hui, je pense vraiment que Lukács est bien supérieur. Je fais un disclaimer, mais je suis en train d'écrire en fait en quelque sorte la suite, c'est-à-dire que je me sers de ce que j'ai trouvé chez Lukács et j'essaye d'analyser à partir de certains concepts de Lukács la réalité contemporaine, le capitalisme contemporain. Donc voilà, je ne me sers pas de Sartre parce que je suis d'accord. Je pense que c'est une philosophie qui n'a jamais été ni vraiment marxiste ni vraiment humaniste. C'est la conclusion que je tire. Alors sur le rapport à Heidegger, en 2 mots parce qu'on va pas passer la soirée là-dessus. Moi, je fais partie des gens qui pensent que là-dessus, Emmanuel Faye a fait le boulot remarquablement, et je suis d'accord avec ses thèses et avec son analyse, avec ses conclusions. Donc je suis pas du tout. La seule chose qui me gêne, c'est de dire, et je le dis parce que c'est une idée générale qui vaut pas seulement pour Sartre. Emmanuel, il a tendance à dire qu'au fond, les concepts heideggeriens, c'est comme ils sont vénéneux et c'est comme si ils contaminaient tout ce qui touchait et que du coup, tous les auteurs qui, peu ou prou, ont voulu utiliser les concepts de Heidegger, sont sur une espèce de pente glissante qui mène au pire, en quelque sorte. Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'on peut aussi... il y a des malentendus parfois. Et je pense qu'au fond, ce que Sartre fait des concepts heideggeriens dans L'être et le néant, c'est pas très heideggerien. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais c'est quand même un peu autre chose. Et d'ailleurs, Heidegger n'était pas content. Notamment quand Sartre a endossé l'humanisme. La lettre sur l'humanisme, c'est quand même contre Sartre qu'il l'a écrite. Donc je pense que
je suis d'accord avec ce que vous dites sur Heidegger et ce que Emmanuel Faye et d'autres ont dit. Je pense que la philosophie de Sartre, moi, elle me paraît problématique à plein d'égards. Maintenant, je lui mettrai pas sur le dos l'opprobre des opinions et de la philosophie de Heidegger lui-même. Voilà. Je pense que... Voilà. Alors, Nicole. Oui. Après, le jeune homme. Ma question concerne l'aliénation. Pour vous raconter brièvement ma vie, je suis assez ancienne. Dans les années 60, j'étais à l'UEC et on lisait beaucoup les temps modernes avec un mec qui s'appelait André Gorz. Eh ben oui. Grand spécialiste de l'aliénation. Hein. Et à cette époque, j'ai connu... j'ai fait la connaissance de Robert Linhart puis d'Althusser, avec qui j'étais complètement d'accord, par contre, sur sa conception du marxisme. Et ma question, c'est, est-ce que, pour vous, l'aliénation fait partie de ce que vous définissez comme le marxisme humaniste? Alors, l'aliénation, c'est un des concepts qu'ont eu la grande fortune qu'on sait. Après, un concept, après il y a le concept et puis il y a ses usages. Et voilà, et donc, parce que le problème c'est que l'aliénation c'est un mot qu'on trouve ça remplit des bibliothèques entières, quoi. Donc j'endosse pas tout ce qui a été écrit sur l'aliénation. Je pense que ce qu'en fait, puisque restons sur ce que j'ai écrit, ce qu'en fait Lukács, il parle d'aliénation, il parle de fétichisme, il reprend la catégorie marxienne de fétichisme qui est liée à celle d'aliénation, on pourra rentrer dans les détails si vous voulez, et puis il assigne au marxisme, à la théorie marxiste, une mission de défétichisation que je trouve hyper utile, et aujourd'hui encore, c'est-à-dire que cette idée de fétichisme, c'est-à-dire l'idée que, pour le dire vraiment grossièrement, mais l'idée qu'au fond, l'être humain et la marchandise échangent en quelque sorte leurs caractéristiques et qu'on projette sur la marchandise des caractéristiques qui sont en fait des caractéristiques de l'homme et des pouvoirs, des capacités humaines. C'est ce que Marx dit dans le Capital, hein. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est une catégorie marxiste. Marx ne dit pas ça dans le Capital. Ni d'ailleurs, c'est pas non plus ce que dit Lukács, voilà. Qui parle de réification. Là, je parle pas de réification, je parle de fétichisme. Oui, mais tu sais bien que les deux sont complètement liés chez Lukács. Sa démonstration part du fétiche de la marchandise. Il le dit explicitement. Non, mais oui, mais enfin, il en fait une chose dans l'histoire et conscience de classe, et ensuite il le réélabore et il en fait complètement autre chose. Donc, il faut être précis. Voilà, et je pense que... Il s'est complètement planté, il a fini par s'en apercevoir, donc ça tenait pas debout. En tout cas, voilà, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui notamment, enfin voilà, ce sur quoi je suis en train de travailler, ce qui se passe avec... il y a un fétichisme des plateformes, il y a un fétichisme... voilà, je ne vais pas développer ça ce soir, mais voilà, je trouve que cette catégorie de fétichisme, elle est très utile pour comprendre le rapport qu'on a aux technologies contemporaines. Donc je pense que, voilà, on peut... Et que, d'une certaine manière, ça me paraît... c'est dans le prolongement de ce que Marx dit à propos des machines au XIXe siècle. Les machines ont changé, et du coup, notre rapport aux machines, il a changé lui aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui est resté. Les plateformes et les machines, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais les plateformes au sens les plateformes sur Internet. Hein, sur Internet, oui. Mais... Voilà, donc il y a un lien avec les machines quand même. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça ? L'idée qu'il y a derrière, c'est que le capitalisme dépossède les êtres humains de leur puissance, de leur faculté et au fond, du fait que ce sont eux, c'est eux qui produisent la valeur, c'est eux qui sont à la base de toute la richesse sociale. Cette idée que, dans le capitalisme, il se passe une inversion où on finit par attribuer aux marchandises les capacités humaines, c'est une idée qui est très forte chez Marx. Il y a même des philosophes comme Lucien Sèvres, par exemple, c'est des gens qui ont ardemment défendu cette position et qui ont montré que c'était une idée force dans le Capital, qui restait présente dans le Capital. Pour moi, c'est
le principe fondamental Celle qu'il y a qui derrière n'avait rien Wikipédia. compris au capital. Non, mais Pas plus personne n'a rien qu'Althusser. Personne n'a rien compris, voilà. Mais voilà, et je pense que cette idée-là, Non, mais elle est Althusser dans l'a le reconnu, au moins, capital. la différence de Sèvres. C'est le mérite d'Althusser. Elle a fini par reconnaître qu'il n'y avait rien compris. L'épouvantable théorie de la valeur de Marx, à laquelle je ne comprends rien. Je cite, comme tu sais, les mémoires posthumes d'Althusser. Je voulais, en complément, pour répondre par une petite incise à la Pontifex que tu as l'habitude, il y a deux occurrences du mot aliénation dans le livre 1 du Capital de Marx. Hein. La plus célèbre, que j'évoquais souvent, mais qui vous permet de comprendre dans quel sens Marx utilise le terme aliénation. Je vais vous donner la définition après. C'est le fameux passage sur la dette publique, là, sur l'accumulation primitive. La dette publique, en d'autres termes, l'aliénation de l'État. La dette publique, en d'autres termes, l'aliénation de l'État, qu'il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste. Alors je pourrais vous... il y a dans le livre 2, le livre 3 et dans ces textes sur la plus-value, il réutilise ces termes, mais le mot aliénation, qui ne revient pas très souvent, mais toujours utilisé dans le sens juridique, comptable, qui n'est absolument pas celui, évidemment, ni de Hegel. Bon, Fiesbach a écrit un très bon petit texte, un petit topo pour expliquer à quel point il y avait une divergence totale entre la notion d'aliénation chez Hegel et celle qui renvoie un petit peu à ce qu'évoque aussi bien Lukács que ce que vient de rappeler Stéphanie, mais qui n'a rien à voir avec Marx. Donc le mot aliénation, pour Marx, c'est le sens légal, le juridique, c'est le mot aliénation désigne le résultat d'une opération juridique qui a pour conséquence de faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui qui en est l'actuel propriétaire ou l'actuel titulaire. Dans cette acception, il est synonyme de vendre, de céder, de léguer, de donner. Voilà, on dit aliéner une propriété. Et ce qui va intéresser Marx, c'est évidemment la propriété, mais dans ce sens-là. Bon, mais je savais pas que j'étais invitée à un débat, en fait. Ouais, mais si, non, mais je te dis, ça tu le savais depuis le début, il va y avoir débat. Ici, c'est un débat. Et les questions, c'est débat, mais j'ai promis que ce serait pour la fin, mais comme Nicole me tendait une perche, mais je vais pas... à défaut de débat, vous avez au moins une question qui peut donner matière à débat. Oui, c'était par rapport... pour revenir sur l'aliénation aussi, parce que c'est vrai que dans le manuscrit 44, il parle quand même au moins 10 000 fois de Gattungswesen, d'essence générique, tout ça, et après il en parle quand même moins, même à partir des thèses sur Feuerbach, l'essence humaine c'est l'ensemble des relations sociales, il me semble, et du coup il y a quand même un déplacement de l'essence et qui induit du coup une critique du développement économique, des relations concrètes, etc. Et peut-être du coup à juste titre. Et donc, est-ce que il n'y a pas eu, après la redécouverte des manuscrits 44, une inflation un peu peut-être du terme d'inflation en permanence, et avec ce qui était déjà dans les manuscrits... L'essence, tu veux dire? Pardon? Une inflation de l'essence. Enfin, j'ai l'impression que du coup ce terme d'aliénation a été énormément utilisé, mais même dans des champs après qui avaient presque rien à voir avec le marxisme parfois. Et est-ce que donc et avec comme implication un peu implicite qu'il y aurait une réconciliation humaine fondamentale de l'homme avec son essence, mais d'une certaine manière pas tant la praxis qu'une essence humaine qui planerait un peu autour des individus. Est-ce que donc Althusser il n'intervient pas un peu légitimement, même s'il exagère quand même en critiquant un peu cet usage exagéré de l'inflation et peut-être d'un humanisme un peu exagéré, même s'il va trop loin, et la coupure épistémologique c'est faux factuellement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu justifié, même si exagéré? Bonne question. Alors, il faut que je précise tout de suite que j'ai pas fait le tour encore du marxisme humaniste. Donc cette inflation, je sais que vous avez raison, qu'elle est... il y a un moment dans les années 50, 60, 70 où on met l'aliénation à toutes les sauces. Et donc, je suis prudente parce que j'ai pas encore fait le tour, mais je pense qu'on peut supposer raisonnablement qu'un certain nombre d'usages sont excessifs. Oui, ça paraît clair. Après, ce que je pense personnellement, c'est que si on ne dispose pas du tout, si on se prive complètement du concept d'essence humaine,
on se prive d'un point d'appui fondamental pour critiquer les misères que le capitalisme fait endurer aux êtres humains. C'est-à-dire que si on n'a pas cette espèce de critère quand même de ce qu'est la nature humaine, même si encore une fois il faut bien sûr être prudent avec ce concept de nature humaine, même s'il faut être plutôt déflationniste dans l'usage qu'on fait du concept et il faut reconnaître tout ce que l'humanité doit à sa propre histoire, aux structures qu'elle a élaborées elle-même, mais qui ensuite vont avoir un effet sur elle, etc., à toutes les influences que les êtres humains subissent au cours de leur histoire. Donc il faut être prudent là aussi. Mais si on fait complètement l'économie de l'idée de nature humaine, du coup de l'idée d'une vie bonne, de conditions épanouissantes par rapport à cette nature-là, et du coup du concept d'aliénation comme une situation qui n'est pas conforme et qui est dégradante pour l'être humain, pour critiquer le capitalisme, on va être embêté. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se passer de ce concept, même si je suis d'accord qu'il faut éviter de le mettre à toutes les sauces. Et il y aura une critique. Enfin, voilà, moi, ça fait partie de mes projets. Il y aura une critique, il y aura sans doute une critique à faire de certains usages, bien sûr. Autre question ? Non ? Non, alors juste pour préciser. Donc oui, bien sûr, il y a débat ici. Tu sais très bien, ici on vient pour débattre aussi. On présente et on fait connaître les auteurs et les œuvres, mais il y a un débat surtout quand, là je reprends ma casquette de Pontifex Maximus, je peux dire, j'ai fait l'éloge de ton travail qui est remarquable, très instructif, scientifique, qui décrit bien de quoi pourrait être ce qu'on pourrait qualifier de marxisme humaniste, avec deux figures, associées, je dirais, peut-être à tort ou à raison, mais à mon avis parfaitement à raison, parce qu'elles sont effectivement bien différentes, à bien des égards contradictoires, complémentaires en tout cas, mais figurent parfaitement ce qu'on va appeler le marxisme de chair, c'est-à-dire universitaire, qui n'a pas grand-chose à voir avec Marx. C'est exactement le genre de conception du marxisme dont Marx se plaisait à dire, comme vous le savez peut-être, si c'est ça le marxisme, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas marxiste, évidemment. Entre autres choses, parce qu'il y a une approche absolument rigoureuse du point de vue philosophique, donc vous savez tous, probablement, enfin vous ne savez peut-être pas que la question s'est posée longtemps, et même jusqu'à il y a très peu de temps, est-ce qu'il y a une philosophie chez Marx ? À l'époque d'Althusser, entre autres choses, c'était le genre de débat qui y avait très souvent. Mais il y avait une raison à ça, c'est que il faut se rendre compte que Marx a été mis à la grecque de philo en 2015. Ça a été un des derniers gestes forts de notre ami Bernard Bourgeois. Et jusque-là, il n'était pas considéré comme philosophe, du moins d'un point de vue académique et autres. Bien sûr, évidemment, il l'était par bien des intellectuels, donc, mais il faut se rendre compte que, et Marx le revendiquait d'ailleurs, c'est le fameux passage, j'ai presque fini, c'est le fameux passage de, tu vas pouvoir abondamment défendre les thèses contraires, c'est le fameux passage de l'idéologie allemande que vous connaissez là sur l'onanisme intellectuel, bref tout ça, cette philosophie c'est de la masturbation intellectuelle. Donc lui à partir, notamment on marque ça, mais enfin Marx c'est toujours le même, il n'y a pas de coupure épistémologique, il approfondit progressivement sa réflexion avant d'en arriver à son opus magnum qui est la pensée, qui est la science marxiste, c'est le Capital, c'est la critique de l'économie politique, il s'est longuement étendu et de manière très claire pour expliquer qu'est-ce que c'est que la science marxiste, c'est ce que je vais mettre dans le Capital, il explique pourquoi notamment dans la fameuse avant-propos de la préface de l'économie politique, les 2 pages que j'invite chacun à bien lire attentivement et à prendre par cœur, qui répondent à la plupart des questions qui ont été posées d'ailleurs ce soir. Et donc, le point important, c'est qu'il va s'intéresser, comme il dit, à ce que Hegel appelait la société civile, à l'anatomie du corps social. Marx est un matérialiste.
contrairement à Lukács et à Sartre, évidemment. Aussi différents qu'ils soient l'un comme l'autre. Ça y est, je peux répondre. Ils ne sont pas du tout. Donc, il s'agit, là, tu vas voir, tu vois, il m'a coupé, même je me suis coupé moi-même en bon stalinien. Donc, la question qui est posée ici, c'est que il y a un pan entier, que ce soit Althusser ou tous les gens dont on a parlé, sont totalement incompétents dans le domaine, dans la discipline que va choisir d'aborder Marx, qui n'est pas l'ontologie, pas plus celle de l'aide sociale ou autre, bien que ce soit évidemment dans le corpus de Marx et d'un point de vue épistémologique, il faut connaître tout ça. Il va faire la critique de l'économie politique, et son travail, ça va être un travail de science, de scientifique, qui va adresser aux économistes. Les gens sur lesquels il va travailler pendant tant d'années avant de rédiger le Capital, ce sont les économistes libéraux, etc., y compris les économistes vulgaires, comme il disait lui-même. Or, tous les gens dont nous avons parlé, évidemment Althusser compris, mais beaucoup d'autres, Althusser a le mérite, comme Sartre, d'avoir reconnu de manière un peu bizarre chez Althusser, qui lui avait pas besoin de prendre des amphétamines pour être complètement cinglé, mais comme on a vu la suite, mais bon, Sartre était bien névrosé lui aussi, mais de reconnaître qu'il n'y avait rien compris dans ses ouvrages posthumes, là je parle d'Althusser, de même que Sartre a reconnu que finalement sa critique de la raison dialectique, ce que n'a pas reconnu Adorno par exemple, à l'inverse, parce que je partage complètement ta critique de Adorno, comme tu sais, Sartre au moins a reconnu que la philosophie de Marx était indépassable, qu'en fait il avait perdu son temps à essayer de faire une critique de la raison dialectique. Mais la vraie raison de tout ça, c'est qu'il ne comprenait absolument pas l'objet du capital, de quoi parle le capital, c'est-à-dire d'économie. C'est aussi simple que ça. Et j'en ai terminé, excuse-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Lukács, précisément, alors, parce que vous savez peut-être que Perry Anderson a appelé marxisme occidental, justement, la génération de penseurs marxistes d'après 1917, qui, donc selon Perry Anderson, n'est plus une génération d'intellectuels organiques de partis qui sont engagés dans la lutte politique et dans les luttes politiques de leur parti en même temps qu'ils sont des intellectuels, donc qui sont vraiment comme Lénine, comme Kautsky, dans une autre mesure, etc., mais qui sont de plus en plus des intellectuels détachés des luttes politiques concrètes, de la lutte de classe, des conflits internes au parti, etc. De Lukács, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que Lukács, c'est une exception très notable. C'est-à-dire qu'il participe à la révolution hongroise en 1919. Il est commissaire du peuple, donc il est ministre à l'époque. Il va inspecter les troupes sur le front en tant que commissaire politique. Donc il a vraiment il a des responsabilités très hautes dans la révolution. Il est au parti hongrois jusqu'en 1929. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de très important en fait pour expliquer son évolution. C'est-à-dire qu'en 1923, donc en 23, il publie Histoire et conscience de classe, qui est encore un ouvrage très hegelien en fait, par plein d'aspects. Et puis petit à petit, il évolue, notamment en lisant Lénine dans le courant des années 20. Et puis en 1929. Il est dans une lutte interne au Parti communiste hongrois et il propose une orientation politique au fond de Front populaire avant la lettre. C'est-à-dire qu'il dit pendant la Révolution hongroise, on a voulu aller trop vite, on a voulu collectiviser toutes les terres au lieu de faire plutôt comme les bolcheviks, c'est-à-dire d'abord de donner la terre aux paysans, de défendre la petite propriété pour avoir avec soi la petite paysannerie, etc. Bref, on a été gauchiste, en gros, c'est ce qu'il dit. Et donc, il faut changer tout ça, et il faut un front face, en plus, à la menace fasciste qui perçoit très tôt comme extrêmement préoccupante et grave. Face à la menace fasciste, il faut un front avec toutes les forces socialistes, donc y compris avec les social-démocrates, et avec un programme qui intègre la petite propriété paysanne, notamment. Donc, et il se fait complètement mettre en minorité, il échappe à l'exclusion de très peu, et c'est à ce moment-là qu'il dit j'ai perdu la bataille politique, du coup je me consacre
je me consacre à l'étude philosophique. Et après, dans les années 30, en plus, il est réfugié à Moscou parce qu'il est obligé de fuir. Il est pourchassé en tant qu'opposant politique. Et puis après, c'est 1933, les nazis au pouvoir, donc il est juif en plus du reste, Lukács, donc il reste à Moscou pendant toute la durée de la guerre. Et même, en fait, pendant ces années moscovites, en fait, il ne perd jamais complètement la perspective de continuer le combat politique, et notamment à l'intérieur du mouvement communiste international. Et sa réflexion, dont je n'ai pas parlé ce soir, mais qui est une réflexion, à mon avis, irremplaçable sur les origines du fascisme, il l'a mûri pendant toutes les années 30, et ça va donner notamment la destruction de la raison après la guerre. Et c'est vraiment pensé dans une perspective du réarmement idéologique des partis communistes européens, enfin du mouvement communiste international, et notamment des partis communistes européens. Après la guerre, il revient en Hongrie, il est député dans la Hongrie libérée par les nazis jusqu'en 1948. Ensuite, je l'ai dit un peu avant, il va exercer à nouveau des fonctions ministérielles pendant la Commune de Budapest. Donc c'est quelqu'un, et il est au Parti communiste pendant tout ce temps. Donc c'est vraiment un intellectuel qui n'est pas seulement justement un intellectuel en chambre, qui n'est pas comme Sartre pour le coup. Sartre, qui malgré tous ses efforts, n'a jamais réussi à adhérer à la moindre organisation, qui est toujours resté dans un individualisme absolument insurmontable. J'abonde dans ton sens, plus que discret, y compris pendant l'occupation, ce qui a précédé, etc. Oui, puis même après, il a essayé, parce qu'il ne faut pas non plus lui casser trop injustement du sucre sur le dos. Pendant la guerre d'Algérie, il a été capable de prendre des positions courageuses, mais toujours de manière extrêmement individuelle. Alors c'était une bonne chose à faire, mais voilà, c'était pas rien à voir avec l'attitude de Lukács qui encore une fois. Il a quand même dit tout anticommuniste est un chien. Il a dit ça, ouais. Il a dit ça. Et ça, respect pour Sartre de l'avoir dit ça. Il a été un peu Mao, mais toujours de manière très. Il y a un côté. Alors que Lukács, c'est juste ce que je voulais dire. Moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans l'étude de Lukács, c'est que justement, on n'est pas dans la philosophie pure, on est quand même toujours aussi dans des considérations, et il le dit d'ailleurs, notamment dans les années 50, il dit un intellectuel, et notamment un intellectuel marxiste, ça prend ses responsabilités, et c'est vraiment quelque chose qui le tient d'un bout à l'autre de son existence, quoi. Donc c'est une figure aussi qui, d'un point de vue, dont le positionnement politique influe très profondément sur la philosophie. Pour encore une fois, pour plus soyer, dans le débat, il est dialectique, on a beaucoup de points d'accord. Donc, sur Sartre, sur lequel je partage les réserves de beaucoup d'entre vous, du moins certaines et à un certain degré, il faut se rendre compte de l'importance, ça c'est un peu générationnel, c'est un peu ma génération qui peut, tous les gens de ma génération, y compris d'ailleurs Badiou s'il était là, autant d'autres pourraient vous le confirmer, Sartre, c'est un moment décisif, c'est avec Sartre, qui est quelque chose qui est devenu banal aujourd'hui, émerge. Un nouveau paradigme, comme disent les pédants aujourd'hui et les cuistres universitaires, c'est celui d'intellectuels engagés. Ça n'existait pas avant Sartre. Ça n'existait pas du tout. L'intellectuel engagé, c'est Sartre qui va non pas l'inventer, mais l'incarner et le représenter aux yeux du monde entier. C'était quand même un personnage qui a eu, un des intellectuels français qui, à son époque, bien sûr, et y compris jusqu'aux années 60, a eu une importance, une audience, une notoriété sans équivalent. Non, mais en vrai, le mot intellectuel, ça veut dire engagé. C'est-à-dire, c'est un mot qui est inventé au moment de l'affaire Dreyfus, justement pour désigner les gens qui ont une activité intellectuelle, alors que ce soit des auteurs, des journalistes ou des philosophes ou des littéraires comme, des romanciers comme Zola, et qui prennent parti dans le combat public. Donc, là où je suis d'accord, c'est que Sartre incarne en quelque sorte le truc, mieux peut-être que tout autre, mais la catégorie, elle existe avant. Mais personne n'en parle.
Tu n'en trouveras nulle trace. Si tu fais un travail scientifique, je t'invite à vérifier. Ben, on invente le mot quand même. Ça commence à ce moment-là. Ça devient un mot valise, hein, parce qu'évidemment, intellectuel engagé, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Mais en tout cas, c'est incarné par une personne à partir de ce moment-là, et qui va avoir beaucoup de gens qui vont se prétendre ses héritiers, ses successeurs, ses contradicteurs, ses concurrents, dans justement cette figure qui naît à ce moment-là, après-guerre, de l'intellectuel engagé, et qu'il va incarner, vraiment. Bon, il y a une antériorité que tu évoques quant au fait qu'il y ait eu des intellectuels qui sont engagés dans le débat politique et de manière publique et non, mais en fait, retentissante, un intellectuel, c'est engagé. Sinon, c'est autre chose. Le mot intellectuel, ça emporte l'idée d'engagement, quoi. Ça, c'est un point de vue. On ne va pas entrer dans le débat sur les intellectuels organiques, spécifiques et compagnie, mais bon... En tout cas, ce qu'on entend classiquement, je veux dire, dans le sens couramment attribué depuis lors, alors en plus c'est un vocable qui est de moins en moins utilisé, parce que justement il s'est banalisé depuis. Mais à l'époque, c'était le genre de choses qu'on entendait assez souvent dans le discours, dans la rhétorique de l'idéologie dominante, de gauche ou de droite, celle de la bourgeoisie. Donc oui, voilà. Non, c'est juste pour être d'accord avec toi, pour dire il faut regarder un peu dialectiquement Sartre, son importance et son audience et son influence. L'influence de Lukács est absolument insignifiante à l'époque, à la grande époque en tout cas, et qui a duré assez longtemps, de Sartre. Et pas seulement en France, je veux dire, dans le monde entier, y compris dans les milieux marxistes. Il avait un rapport avec Trotsky, juste de pensée ou pratique, Lukács. Lukács, alors pour le coup, c'est son côté orthodoxe. Il est vraiment, il est extrêmement négatif. Il a un discours très négatif envers les trotskistes. Il prend même, alors il faut que j'ai un trou de mémoire là, mais à la fin des années 20. Il prend parti pour Staline dans une discussion avec les trotskistes. Et je me souviens plus des détails, mais c'est dans le bouquin. Voilà, mais enfin. Lisez le livre. Non, mais je dis ça sérieusement parce que le livre, vous allez trouver, alors là, des sources. Elle a bossé, Stéphanie, on n'en entendait pas moins d'elle, mais bon, vous avez là, d'un point de vue ne serait-ce qu'académique, c'est impeccable, il y a tout. On pourrait discuter de beaucoup de choses, et on l'a déjà fait, on le fera certainement après. On pourrait faire de la philologie et autres, mais sur ce qui est du corpus, des documents, des sources, et des faits historiques, de relations historiques, oui, bien sûr. D'emblée, d'ailleurs, Stéphanie vous a rappelé qu'il était considéré, ça je confirme, par ceux des marxistes qui s'y intéressaient, comme un stalinien, l'abominable stalinien, à l'époque où montait l'antitotalitarisme, évidemment, en face. Et à l'époque, évidemment, c'est pourquoi il avait toute notre sympathie. Une question là-bas. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire totalement l'économie du concept de nature humaine ou d'essence humaine. Or, je crois savoir que vous êtes d'abord une 18e-iste, comme on dit à l'université, donc vous êtes d'abord intéressé à la philosophie des Lumières classiques, si je puis dire, et Babeuf et au babouvisme. Et donc vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure également que le marxisme c'était un peu le dépassement et l'accomplissement du rationalisme des Lumières. Donc ma question, elle n'est pas un peu hors sujet, mais elle est plus personnelle. Est-ce que vous voyez dans votre intérêt pour Lukács chez Sartre, est-ce que les raisons de cet intérêt ne remontent pas à votre intérêt, si je puis dire, universitaire pour le XVIIIe siècle? En fait, mon propre intérêt, il n'a jamais été que universitaire. C'est-à-dire que... Ouais. Non, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé dans le 18e, quand je travaillais sur le 18e siècle, je travaille toujours d'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'une présentation ici, mais je travaille là actuellement, on s'occupe des œuvres complètes de Babeuf, si Dominique est d'accord. Mais on s'occupe... Toujours d'accord. Mais souviens-toi, tu le savais, présentation, promotion... Et discussion. Et discussion. Donc voilà, là je m'occupe des œuvres complètes de Babeuf. Il y a un tome qui va paraître dans quelques mois.
Et donc, je me suis intéressée aux origines de la pensée socialiste. Les lumières qui m'intéressaient, c'était plutôt celles-là, même si bien sûr, du coup, on est amené à travailler sur les lumières en général. Et voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, il y a une base continue dans mon travail, c'est sûr. Dans mon livre sur la conjuration des égos et sur l'utopie révolutionnaire, l'idée c'était un peu de réinterroger la distinction qui me paraissait, en tout cas ce qu'on en avait fait me paraissait caricatural, l'opposition entre socialisme utopique et socialisme scientifique. Pas forcément ce qu'en dit Engels lui-même, parce que ce qu'en dit Engels lui-même n'est pas caricatural, mais l'idée qu'on en a tirée, c'est l'idée que voilà, il y a d'un côté les utopistes qui sont à critiquer, et de l'autre côté il y a le vrai socialisme qui est le socialisme scientifique. Alors que moi, ce que je me suis attachée à montrer, c'est qu'il y avait une hybride, il y avait une continuité, même si bien sûr, on dit continuité, dit aussi évidemment dépassement, transformation, etc. Mais que voilà, il y avait une filiation, et c'est ce que j'ai essayé c'est ce que j'avais essayé de travailler. Donc, on va dire que oui, ça reste dans la perspective de, que devient l'humanisme des Lumières si on l'hybride avec le marxisme, qu'est-ce que ça donne ? C'était un peu ça ma préoccupation. Et moi, je me considère comme une marxiste humaniste, si c'est ça la question. Voilà. On donc, voilà. Et je pense, voilà. Et encore une fois, là aujourd'hui, ce sur quoi je travaille, c'est à voir qu'est-ce qu'on peut dire en tant que marxiste humaniste sur le monde dans lequel on est, et est-ce que ça nous permet de comprendre certaines choses, et notamment ce qui arrive aux êtres humains, mais ce qui arrive y compris, est-ce qu'on peut comprendre l'état dans lequel sont les êtres humains dans le capitalisme tardif, à partir, bien sûr, du marxisme, mais aussi des outils supplémentaires, disons, qu'on trouve dans un certain marxisme humaniste, parce que c'est celui de Lukács, un peu celui de Lefebvre aussi. En ce moment, j'ai trouvé des choses chez Lefebvre, mais j'ai pas fait le tour. Je me souviens plus, il y avait pas d'autres questions. Comme le temps file, malgré tout, je vais t'inviter peut-être à conclure. Non pas le débat ou autre. Ma conclusion à moi est simple, alors je voulais d'ailleurs donner. Le problème, c'est que tout ça, c'est parfaitement consistant. La description du marxisme humaniste que vous donne Stéphanie dans son livre est extrêmement scrupuleuse, rigoureuse, dialectique. Elle essaye de répondre à pas mal d'objections, y compris certaines que je lui avais suggérées. Je suis d'autant, quand dans un petit message, je dis que j'étais réconforté parce qu'elle partait au tout départ. Je ne vais pas entrer dans les détails et révéler des secrets. Elle n'était pas partie spécialement pour s'intéresser à Sartre au début. Hein, tu es bien d'accord avec moi? Si, quand même. Si, parce que je me souviens quand tu me parlais des photomarxistes, je dis bon. Oui, au tout début. Oui, au tout début. Donc, il en est question quand même, hein, puisqu'ils peuvent revendiquer aussi l'humanisme. Mais, encore une fois, du point de vue, je pense, assez clairement de Marx, c'est une critique de l'économie politique, c'est pas de la philosophie, c'est pas de l'idéalisme allemand, c'est pas de l'idéalisme tout court, c'est tout le contraire même. Donc, le marxisme humaniste, ça représente un courant philosophique, principalement, politique, accessoirement, assez composite, avec, à mon avis, effectivement, deux grandes figures les plus intéressantes qui ont été retenues, mais beaucoup d'autres sont quand même déjà évoquées dans ton livre, hein, au fil des chapitres, etc. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble assez claire, précise, complète, critique, scientifique, de ce que ça pourrait être que c'est pour ça qu'on a donné on a mis ce titre sur l'affiche, de quoi le marxisme humaniste est le nom. Eh bien, le livre qu'il s'agit de lire, effectivement, il est tout à fait passionnant à lire. Bon, il est dense, il est riche, mais très clair, comme toujours chez Stéphanie, dans son écriture, dans son expression, très pédagogique. Et donc voilà. Et le problème, c'est que
ce marxisme-humanisme, ou d'ailleurs la plupart des autres marxistes du même ordre, qui ignorent complètement ce qu'est en réalité l'opus magnum de Marx, revendiqué comme tel, c'est-à-dire la critique de l'économie politique, eh bien, c'est ce pourquoi Marx disait, si c'est ça le marxisme, évidemment, ce qui est certain, c'est que moi, Marx, je ne suis pas marxiste. Tu voulais ajouter quelque chose avant de laisser Stéphanie répondre? J'ai juste une objection à ton objection, mais je pense que tu seras d'accord, ce sera très court. Les économistes marxistes, ce qui est un oxymore. Oui, ça n'existe pas. À défaut d'avoir un peu séjourné dans la philosophie, on racontait n'importe quoi. Non, c'est très juste. Oui, tu fais bien de préciser ça. Donc, parce que le reproche que je fais aux philosophes, enfin, on dit aux gens qui se revendiquent ce qu'on appelle donc le marxisme de chair, ça vise aussi bien les départements de philosophie que ceux d'économie. Les économistes marxistes. Et a fortiori ceux qui se prétendent marxistes. Alors là, c'est la catastrophe totale. Ce qui explique d'ailleurs les terribles erreurs, aussi bien d'ailleurs d'Althusser, qui lui a reconnu qu'il n'y comprenait rien, mais que ce brave Kluskar et autres, qui reprenaient les inepties de Bokhara et compagnie, prolongées jusqu'aujourd'hui, comme tu sais. Oui, on ne va pas les nommer, ils savent très bien, ils vont se reconnaître. Bon, là-dessus, je te laisse conclure. Alors, moi, je voudrais dire que pour vous faire une idée, il faut que vous lisiez le livre. Absolument. Et surtout, lisez le livre. Non, et surtout que je l'ai aussi écrit, et notamment la partie sur Lukács, l'idée c'était quand même de le sortir un peu de sa naphtaline, parce que non seulement il est peu fréquenté, mais en plus, il faut quand même le reconnaître, c'est pas facile à lire. Donc voilà, je l'ai aussi conçu comme une espèce aussi d'initiation à ce que c'est que notamment l'ontologie de l'être social. Et voilà, ce que je suis curieuse de savoir ce que les gens vont en tirer et s'ils en tirent quelque chose. Voilà, et c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire que autant je trouve que voilà, les analyses que j'ai faites sur Sartre, je pense qu'elles sont intéressantes du point de vue de l'histoire des idées, mais alors, cela dit, vous me direz peut-être autre chose, mais moi, voilà, j'ai l'impression qu'on peut... c'est très daté, je ne sais pas ce qu'on peut encore en faire. Bien sûr, il y a certaines choses intéressantes, je ne veux pas dire que c'est nul et acheter à la poubelle, mais voilà. Mais je suis curieuse de savoir ce que deviennent ces thèses, et notamment les thèses de Lukács, si elles peuvent cheminer dans des consciences contemporaines, est-ce que les gens en tirent ou n'en tirent pas, d'ailleurs, voilà. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Dieu sait que j'ai beaucoup d'estime pour toutes sortes de raisons pour Sartre, mais pour preuve, publiquement, on a parlé de l'ontologie de l'aide sociale. Tu as fait observer que l'édition disponible et la traduction chez notre ami Emmerich, chez Delga, était lacunaire et ne représentait pas les caractéristiques que tu as évoquées, qui la faisaient relever d'une édition critique, scientifique, complète, qui permet... Eh bien, ce que je te propose, c'est... je vais proposer donc à l'éditeur et à d'autres amis de venir aborder cette partie de l'œuvre de Lukács, où là encore, je suis totalement d'accord avec toi. Autant je considère que c'est complètement absurde de vouloir nous exhumer son esthétique à la noix. Je veux dire, ça c'est complètement ridicule. Les textes importants, donc évidemment la destruction de la raison et l'ontologie de l'être social, là il y a des choses extrêmement intéressantes et fécondes, je suis entièrement d'accord. Donc prenons date, sans la fixer, pour avoir dans le prolongement de ton livre et de ce que tu viens d'expliquer, pour aborder cet aspect du travail de Lukács, cet aspect effectivement fécond. Alors je t'interromps juste pour dire, je pense qu'il y a, sur Lukács, il y a un travail éditorial à faire. Enfin, La destruction de la raison, elle n'a pas été rééditée depuis les années 50. Le jeune Hegel n'a pas été... Si. Oui, mais alors pareil, non mais toujours pareil. D'accord, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, on pourrait inviter l'éditeur et d'autres gens qui s'intéressent à la question, mais autour du travail que tu as fait pour que on puisse faire avancer les choses. Pas de problème, mais ce que j'ai aussi quand même dans les cartons, c'est un projet de faire de lui donner une vraie édition scientifique à tous ses ouvrages. Le jeune Hegel n'a pas été réédité, alors même par Delga, pour le coup, alors que c'est passionnant, c'est une super œuvre. Et même les éditions dont on dispose, même les éditions contemporaines, là, il n'y a pas vraiment d'appareil critique, c'est-à-dire que ça reste très difficile de rentrer dedans.
Voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et j'ai un peu l'intention de le faire sur Lukács surtout, mais aussi il y a d'autres marxistes, parce que j'ai pas du tout parlé des humanistes, d'Henri Vallon, enfin il y a toute une bande d'intellectuels communistes dans les années 30 et puis surtout après la guerre, qui réinvestissent aussi la tradition rationaliste. Excusez-moi, je vais pas rouvrir, je vais pas refaire un nouvel exposé, mais voilà, il y a toute cette tradition-là qui est aussi, et qui est, où il y a beaucoup d'inédits aussi, donc il y a tout un travail éditorial à faire à mon avis sur tous ces auteurs-là, et c'est aussi dans mes projets de le faire. Voilà. Là-dessus, bravo.